Je ne peux plus me taire. Je m'appelle John Miller et, il y a une vingtaine d'années, je faisais partie d'une équipe de techniciens travaillant sous couverture à la centrale nucléaire de Tchernobyl. J'ai une formation en sécurité industrielle et c'est pour cette raison que j'ai été invité à des conditions plutôt étranges. On m'a dit « Nous vous offrons un emploi, mais vous ne devez en aucun cas divulguer ce que vous faites exactement. » On m'a dit qu'il s'agissait d'une unité secrète liée à la recherche sur la sécurité des réacteurs, et je n'ai pas posé de questions au début. L'avertissement était clair. Si vous cessez de suivre les sous-règles, vous disparaîtrez. J'ai pris cela pour une blague, jusqu'à ce que je voie les yeux avec lesquels ces gens me regardaient. Ils ne plaisantaient pas du tout. Quelque part au fond de moi, j'ai compris qu'on n'est pas appelé à participer à de tels projets pour rien. Mais j'avais vraiment besoin d'argent et la possibilité d'aller en Europe pendant un certain temps et de travailler dans un endroit aussi inhabituel me semblait à l'époque une aventure tentante. Vous savez, la jeunesse, l'excitation, tout cela. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé dans l'Union. Je venais des États-Unis, mais dans l'équipe, à côté de moi, il y avait des gens de différentes parties du monde. Kevin d'Angleterre, un spécialiste de la défense chimique, Marc d'Allemagne, un ingénieur électricien, il transportait toujours tout un tas d'outils étranges. Et il y avait une fille, Amanda, également des États-Unis, qui s'occupait du traitement des données et connaissait un peu les logiciels, si je peux me permettre de parler de la technologie de l'époque. On nous a fait passer par Pripyat, puis on nous a emmenés par transport spécial jusqu'à la station. À mon arrivée, tout ce qui m'entourait me paraissait effrayant et froid. Des bâtiments gris, une forte concentration de gardes armés. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nos chefs n'étaient manifestement pas des ingénieurs. Il y avait partout des hommes durs, en manteau de cuir, dont l'allure disait « C'est nous qui commandons ici ». Leurs poches n'étaient manifestement pas remplies de crayons. Je ne connaissais pas leur grade, mais il s'agissait essentiellement des mêmes officiers du KGB que ceux dont on entendait parler plus tard dans les casernes. Ils parlaient rarement à qui que ce soit, sauf entre eux, et toujours sur un ton si étouffé que l'on ne pouvait pas saisir un mot. Presque immédiatement, nous avons été avertis que la station n'était pas qu'un atome pacifique. Des expériences secrètes y étaient menées, apparemment sur la stabilité du combustible nucléaire, mais au comportement des conservateurs, au niveau des restrictions et aux tentatives étranges de nous garder enfermés. J'ai deviné que quelque chose ne tournait pas rond. Les endroits où nous étions autorisés à aller étaient extrêmement limités. Nous travaillions essentiellement dans une seule unité, en bricolant des machines et en vérifiant des équipements. Mais un jour, alors que je connectais des capteurs aux panneaux de contrôle, j'ai surpris une conversation entre deux militaires. Ils parlaient du niveau fermé et du fait qu'il n'était accessible qu'avec une autorisation spéciale. L'un d'eux a dit « Tant que ces scientifiques du comité sont là, vous devez rester à l'écart. Ils ne font même pas confiance aux ingénieurs seniors. » C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose sur la station que personne ne savait, ou du moins préférait faire semblant de ne pas savoir. J'ai hésité à en parler à qui que ce soit. Après tout, on m'avait prévenu que trop en dire mettait la vie en danger. Mais ce soir-là, alors que nous étions assis dans la salle de loisirs exiguë, j'ai remarqué l'air traqué de Marc. Il avait dû sentir quelque chose, lui aussi. Peut-être avait-il entendu quelque chose, ou peut-être avait-il vu quelque chose. Lorsque vous arrivez dans un pays étranger et que vous êtes constamment surveillé, vous commencez à remarquer les détails. La psychologie change. Sans s'en rendre compte, on se transforme en chasseur d'indices. Et nous avions le sentiment général que nous étions dans quelque chose qui pouvait mal se terminer. Mais la curiosité l'a emporté sur la peur. Et ce que nous allions apprendre ensuite resterait à jamais un cauchemar dans mon esprit. Au cours de notre 2e semaine sur la station, je suis tombé sur d'étranges plans d'étage.
J'ai regardé là où on ne me l'avait pas demandé, dans la salle de documentation, qui était restée ouverte. La plupart des documents contenaient les schémas techniques habituels, mais dans l'un des dossiers, il y avait des photos d'un complexe souterrain. Visuellement, cela ressemblait à des niveaux supplémentaires, sous le réacteur. Pas seulement des fondations ou des soutes à matériel, mais des couloirs entiers, des pièces avec des portes scellées et d'obscurs blocs de laboratoire. Les photos étaient de mauvaise qualité, mais j'ai été frappé par le secret et les sceaux confirmant le statut spécial du document. J'ai pris les photos, je les ai cachées sous ma veste et je suis retourné dans notre salle de repos. Plus tard dans la soirée, Amanda et moi avons discuté tranquillement de notre découverte. Elle m'a confié qu'elle avait reçu d'étranges missions dans son programme pour vérifier des tranches de radiation, des graphiques, des valeurs qui ne correspondaient pas au fonctionnement normal du réacteur. Elle a vu des pics qui ressemblaient à des rejets d'énergie réguliers, mais elle n'en comprenait pas la nature. Et lorsqu'elle a interrogé le superviseur à ce sujet, il a rejeté l'idée en disant qu'il s'agissait d'anomalies des instruments. Tout compte fait, il était clair que ce n'était pas si simple. J'ai décidé de montrer ces photos au groupe et d'attendre une réaction. Kevin s'est contenté de froncer les sourcils et de dire « Bon sang, je comprends pourquoi tout le monde se promène comme à un enterrement. » Mark, bien sûr, a immédiatement voulu savoir où se trouvait le complexe souterrain. Mais avant que nous ayons pu élaborer un plan, les gardes ont frappé à la porte. Ils n'ont rien dit. Ils sont restés là et nous ont regardés fixement. Nous avons dû cacher les preuves rapidement. À partir de cette nuit-là, nous avons commencé à être escortés à chaque étape. Nous ne pouvions même plus aller à la cantine sans que quelqu'un de l'armée ne nous traîne derrière. Mais la chance nous a souri. Quelques jours plus tard, une grande inspection a commencé. La direction de la station et d'importants dignitaires de Moscou sont arrivés. Certains gardes ont donc été réaffectés à d'autres étages et nous avons eu un peu de liberté. Mark, un grand amateur de sensations fortes, a suggéré que nous nous faufilions dans les niveaux inférieurs pendant que tout le monde était distrait. Franchement, j'étais effrayé, mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de le découvrir. Nous nous sommes donc mis d'accord sur le fait que Kevin resterait en haut et nous contacterait par radio si quelqu'un se dirigeait vers les escaliers. Amanda, quant à elle, s'est portée volontaire pour m'accompagner car elle connaissait très bien la disposition des lieux. Quelle que soit l'horreur qui nous attendait, la curiosité nous poussait à aller de l'avant. Et comme d'habitude, c'est ce qui est le plus caché qui nous attire, avec le plus de force. Nous sommes d'abord entrés dans le local technique, puis nous nous sommes précipités vers les escaliers menant au niveau inférieur. Il y avait des panneaux « No trespassing » partout, mais, à ma grande surprise, la porte du niveau inférieur n'était pas verrouillée. Apparemment, les gardes pensaient que personne n'entrerait sous une telle surveillance. Kevin chuchote par intermittence à la radio. « C'est dégagé, tant que c'est dégagé. » Nous nous sommes approchés d'une porte métallique massive, étiquetée « Bloc D3 ». Amanda entra nerveusement dans le panneau de contrôle avec un code que quelqu'un lui avait un jour soufflé dans les plans généraux. La porte s'est lentement ouverte en cliquetant. Nous nous sommes retrouvés dans un long couloir éclairé par de faibles lampes, presque vacillantes. L'air y était froid et lourd, comme dans une sorte de crypte. Au fond du couloir, je sentais une odeur d'humidité et quelque chose de désagréable, presque chimique. Je me suis soudain rendu compte que je frissonnais, même si je n'avais pas froid. Nous avons continué à marcher, en essayant de ne pas faire de bruit. À droite et à gauche, il y avait des pièces qui ressemblaient à de petites cabines de laboratoire. Dans l'une des fenêtres, nous avons discerné quelque chose qui ressemblait à une grande cuve. Il était vide, mais il y avait des traces d'une sorte d'écume sombre sur les murs. Dans un coin,
il y avait un chariot sur lequel étaient éparpillés des instruments médicaux. Je ne suis pas chirurgien moi-même, mais ces instruments n'étaient certainement pas destinés à des opérations simples, des aiguilles aussi épaisses qu'un doigt, des seringues presque aussi grosses qu'une bouteille. On aurait dit qu'ils faisaient des expériences sur des êtres vivants. Dès que je m'en suis rendu compte, je me suis senti mal à l'aise. Amanda m'a regardé avec de grands yeux. « Nous devons partir. » J'avais envie de m'enfuir moi aussi, mais le sentiment que nous étions proches d'un indice m'a retenu. Nous devions savoir exactement quelles horreurs se produisaient ici. Nous sommes arrivés au bout du couloir où nous avons vu une autre porte avec un panneau indiquant « Réservé aux scientifiques du KGB ». Derrière cette porte, nous avons découvert une pièce où se trouvaient d'énormes caisses étiquetées avec de vieux symboles soviétiques. L'une des caisses était entr'ouverte, et à l'intérieur se trouvait une sorte de conteneur avec des inserts métalliques. On aurait dit des capsules destinées à stocker des substances radioactives, mais elles avaient une forme trop bizarre, plutôt biologique. On aurait dit qu'elles étaient moins conçues pour être implantées à l'intérieur de quelqu'un. Mais le plus effrayant est venu ensuite. Nous avons remarqué une cloison en verre, comme une fenêtre d'observation. À l'intérieur de la petite pièce fermée se trouvait quelque chose qui ressemblait à un trône métallique massif avec des sangles. Il y avait des taches de sang séchées sur le sol. J'ai touché la vitre et j'ai senti l'adrénaline monter en moi. Quel genre d'expérience est menée ici? C'est à ce moment précis que la voix intermittente de Kevin a retenti dans la radio. « Les gars, sortez, maintenant, ils descendent, je ne peux pas les retenir. » Je jette un coup d'œil à Amanda. Elle avait du mal à contenir sa panique. Ses doigts tremblaient. Nous nous sommes précipités vers la sortie, en essayant de ne pas faire de bruit. Mais à notre grande horreur, dès que nous avons atteint le couloir, la porte par laquelle nous étions entrés s'est refermée avec fracas. Deux hommes en uniforme noir, le visage masqué, sont apparus au coin de la rue. Ils nous visaient avec quelque chose qui ressemblait à des pistolets paralysants ou à des armes inconnues. Nous nous sommes figés, réalisant qu'il n'y avait nulle part où fuir. L'un d'eux a dit brièvement « L'ordre n'a pas été annulé. Vous êtes en état d'arrestation pour intrusion dans une installation classée. » Nous avons reculé, mais nous avons été instantanément projetés au sol par une décharge électrique. Mon corps s'est tordu dans un spasme et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans une pièce en béton, sur une sorte de couchette. La pièce semblait avoir été aménagée comme une cellule. J'ai vu Mark allongé à côté de moi. Je ne pouvais pas distinguer son visage, les lumières clignotaient. J'ai immédiatement senti que toutes mes articulations me faisaient mille et mal, et j'ai essayé de me lever, mais je me suis rendu compte que j'étais menotté à un crochet en fer dans le mur. Quelque part au loin, j'ai entendu un cri, et j'ai cru que c'était la voix d'Amanda. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que c'était fini. Nous avons été démasqués. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Soudain, la porte s'est ouverte et un militaire est entré, accompagné d'un homme en blouse blanche qui s'est présenté comme étant le docteur Keller. Le nom semblait étrange pour une institution soviétique, et cela m'a surpris, mais j'ai reconnu l'accent. Il venait d'Autriche ou d'Allemagne, quelque chose comme ça. Ce Keller, en s'approchant, a dit que maintenant que nous étions ici, nous allions connaître toute la vérité. Et il a commencé à me raconter quelque chose qui ne m'était pas sorti de la tête pendant toutes les années qui ont suivi. Il s'est avéré qu'à Tchernobyl, il y a de nombreuses années, ils avaient relancé le projet Living Reactor, réacteur vivant. Un homme capturé par le KGB avait été soumis à une exposition extrême aux radiations dans le but d'induire des mutations qui lui permettraient de retraiter le combustible nucléaire sans endommager son corps. L'idée est folle, créer un générateur d'énergie à partir d'un être vivant capable de contrôler la matière au niveau cellulaire.
Keller raconte tout cela calmement, comme s'il s'agissait d'une tâche scientifique triviale. Selon lui, l'expérience a partiellement réussi. L'objet a survécu et a muté, apprenant à absorber les radiations. Mais le résultat était imprévisible. La personne s'est transformée en quelque chose capable d'influencer l'environnement. En présence de cet objet, des anomalies se sont produites. Le métal a changé de structure, les gens ont eu des hallucinations, les machines ont mal fonctionné. Cet objet est exactement ce qui est de contenu ici, a déclaré M. Keller. Mais il est trop dangereux, alors nous le gardons en isolation. J'ai posé la question, quel est le rapport entre l'unité 4 et l'accident? Keller sourit d'un air ironique. Lorsque l'expérience a mal tourné, nous avons dû brouiller les pistes. Vous vous souvenez des pics de radiation que vous avez enregistrés? Il s'agissait de bouffées d'activité en provenance de l'installation. La direction a décidé qu'il était plus facile d'organiser une catastrophe humaine que d'expliquer au monde pourquoi les radiations commençaient à devenir incontrôlables. Ils ont donc décidé de sacrifier une unité de la station pour cacher la vérité sur notre création. Ces mots m'ont fait frémir. Ainsi, tout cela, les milliers de victimes, l'évacuation de Pripyat, toutes ces villes ruinées, n'était qu'une couverture pour empêcher qu'on découvre que les scientifiques soviétiques travaillaient secrètement à la création d'un réacteur vivant. Je sentais le désespoir et la colère bouillir en moi, mais les menottes ne laissaient aucune chance de s'échapper, et il y avait des hommes armés dans la cellule, avec nous. J'ai eu l'impression que c'était fini. La fin semblait proche, mais entre-temps, quelque chose a mal tourné à la gare. Un grondement sourd s'est fait entendre et le sol a tremblé sous nos pieds. Un autre militaire a franchi la porte en courant et en criant avec excitation « Cirkel bricht, le cercle se brise ». J'ai compris que cela voulait dire quelque chose en allemand, mais le sens m'a échappé. Le docteur Keller pâlit instantanément, donne un bref ordre, puis tout le monde dans la cellule entre en frénésie. Profitant de la confusion, Marc, qui avait un peu récupéré, a réussi à attraper le trousseau de clés du gardien. Il y enfonce maladroitement sa main et nous sommes miraculeusement libérés. Le garde s'en aperçut et tenta de nous arrêter, mais à ce moment-là, le plafond trembla plus violemment et des cris se firent entendre dans le couloir. J'ai entendu une voix familière. Kevin nous appelait. Pour une raison inconnue, les portes se sont ouvertes et l'électricité a commencé à clignoter. Nous avons sauté hors de la cellule et couru dans le couloir en évitant les débris qui tombaient en dessus d'en haut. On avait l'impression que tout le bâtiment s'effondrait. Les gens criaient autour de nous, quelqu'un courait dans tous les sens comme une meute de rats enragés. Après avoir couru quelques mètres, nous avons aperçu Amanda. Elle était emmenée sous les bras de 2 militaires. Apparemment, ils allaient l'emmener dans un endroit très éloigné. Mais le bruit des tuyaux qui s'effondrent les a distraits et nous avons réussi à les attaquer par derrière, les assommant avec quelque chose de lourd que Marc avait attrapé en chemin. Amanda était faible mais vivante. Elle ne comprenait rien, mais elle nous a serrés dans ses bras, les larmes aux yeux. Tout semblait s'effondrer, mais l'être vivant, l'objet qui avait causé tout ce chaos, semblait s'être libéré. Les haut-parleurs de la station émettent une voix rauque. Alerte, défaillance du système, évacuation immédiate. Et d'autres chuchotements, le sujet est sorti de la chambre cryogénique. J'étais glacé à l'idée que cette créature mutante pouvait se trouver n'importe où près de nous maintenant, et qu'aucun mur ne pouvait la retenir. Nous avons essayé de naviguer dans les couloirs avant que tout ne s'effondre. La catastrophe technogène était en route et je sentais que les radiations commençaient à augmenter. Les instruments émettaient des bips et le bourdonnement du réacteur devenait de plus en plus fort. Nous sommes retournés au laboratoire où nous avions vu le Tartrone avec les empreintes de pas ensanglantés. Mais il était vide à présent.
La vitre du laboratoire était fissurée et le sol était inondé d'eau. La chaise gisait au milieu de la pièce et ses sangles étaient déchirées, comme si elles avaient fondu de l'intérieur. Des taches du sombre apparaissaient sur les murs, comme si le tissu de la réalité commençait à s'amincir. Ce devait être l'influence de l'Apetz-objet, lui-même. Après tout, s'il avait appris à contrôler la matière, il modifiait probablement la structure de tout ce qui l'entourait. Ma tête bourdonnait et je n'avais qu'une envie, prendre l'air et de tout détruire pour que personne ne puisse jamais répéter cette expérience. Je ne sais pas comment nous sommes sortis. Nous avons couru à travers la fumée et le plâtre qui s'effrite, les fils de court-circuit clignotant à côté de nous. Mark portait Amanda, qui se débattait toujours. Kevin marchait devant, nous couvrant. En chemin, nous avons vu quelques officiers du KGB paniquer et s'enfuir. De toute évidence, leur tâche de garde des installations ne valait plus la peine d'être accomplie. Je n'avais qu'une idée en tête, sortir avant que tout ne s'effondre et que les radiations ne nous submergent. Lorsque nous avons atteint les escaliers menant à l'étage, un homme en blouse blanche, que j'ai reconnu Keller, s'est précipité vers nous. Il a crié « Vous ne savez pas ce que vous faites. Nous allons tous être détruits par cette force. » J'ai ressenti une brusque montée de rage. C'est toi qui n'as pas compris à quoi tu jouais. Des milliers de personnes ont été victimes de ton expérience. Je l'ai repoussé et il a dévalé les escaliers, heurtant douloureusement la rampe. Nous ne nous sommes pas retournés. Nous n'avons entendu que ses gémissements. Honnêtement, je ne me sens pas coupable d'avoir fait ça. La volonté de survivre l'a emporté sur tout le reste. Nous avons atteint les étages supérieurs, où le niveau de radioactivité était déjà très élevé. La sirène d'alarme n'arrêtait pas de retentir et l'odeur étouffante de brûlé imprégnait déjà les murs. Je me souviens des paroles de Keller. Ce n'est pas un simple accident. La puissance de l'explosion dans l'unité 4 ne faisait qu'augmenter. Mais il ne s'agissait pas seulement de dommages au réacteur. Nous avions l'impression que la centrale elle-même était devenue folle sous l'influence d'un réacteur vivant. Aucune technologie ne pouvait la contenir. Mais finalement, nous avons sauté. Et l'image que j'avais sous les yeux, le ciel nocturne, la lueur orange de l'incendie, les dosimètres qui hurlaient, les soldats qui couraient dans tous les sens, et quelque part, au loin, on entendait des signaux de camions. C'était comme un vrai film catastrophe. J'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Rester à Pripyat, c'était du suicide. Tout était recouvert d'un nuage de radiation. Mais nous ne pouvions pas non plus partir tout de suite. Il y avait des barrages routiers, partout, des cordons. Personne ne voulait nous laisser sortir, et tout le monde était trop occupé pour faire attention à nous. Nous sommes restés à la périphérie de la gare, cachés dans un hangar aménagé qui, apparemment, avait servi d'entrepôt. Nous y avons trouvé de simples masques à gaz et des comprimés d'iode. Kevin a émis l'hypothèse que la créature que le KGB avait gardée dans le donjon était très probablement le catalyseur de tout ce qui se passait. C'est la raison pour laquelle l'accident a pris une telle ampleur, a-t-il déclaré. Mais aucun d'entre nous ne savait de quoi d'autre elle aurait été capable. S'il pouvait vraiment contrôler la matière, qui savait s'il pouvait survivre à l'explosion et aux irradiations? C'est ce qui m'a fait peur. Nous avons passé quelques heures dans l'abri, à écouter le chaos qui régnait à l'extérieur. Puis, nous avons remarqué qu'un flot de personnes en combinaison de protection s'éloignait de la station et que des panneaux militaires indiquaient dans la direction des zones d'évacuation. Nous avons décidé de nous fondre dans cette foule et de partir. Par chance, nous avons enfilé une salopette miteuse, rejoint la formation générale et sommes sortis de la zone d'exclusion en quelques heures. C'est ainsi que nous avons survécu à cette nuit de cauchemar. Le lendemain matin, nous étions déjà à des dizaines de kilomètres de là, dans une tente temporaire entourée de milliers de personnes évacuées. Personne ne nous a contrôlés,
Personne ne savait qui nous étions, ni comment nous étions arrivés là. Tout le monde ne pensait qu'à sa sécurité et à s'enfuir le plus vite possible. Dire que nous étions en état de choc est un euphémisme. Nous n'avions pas l'énergie nécessaire pour expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. D'ailleurs, nous avons compris que la machine étatique était intervenue. Les haut-parleurs annonçaient donc déjà la version officielle. Il y a eu un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Des travaux sont en cours pour en éliminer les conséquences. Restez calme. Personne ne parlait du laboratoire souterrain, de l'homme mutant qui y était enfermé, des coups de feu et des tortures. En regardant les visages de Mark, Kevin et Amanda, j'ai compris que nous étions liés par le même secret. Un secret terrible, totalement inhumain. Et si nous le disions à quelqu'un à ce moment-là, nous serions traités de fous et probablement éliminés discrètement pour ne pas interférer avec la propagande officielle. Nous avons réussi à quitter l'Union. Nous avons failli être expulsés sous le prétexte d'étrangers qui n'ont pas le droit d'être dans la zone de l'accident. C'était peut-être mieux ainsi. Je n'ai jamais vu Keller et les responsables de la station à l'époque, mais je suis sûr qu'ils ont fait de leur mieux pour cacher les preuves. J'ai passé les années suivantes profondément déprimé. Mark, Amanda et moi nous réunissions, puis nous nous éloignions les uns des autres, chacun luttant à sa manière contre le traumatisme. Amanda m'a raconté un jour que pendant la détention, on lui avait montré des photos du sujet. Ses traits humains avaient déjà été gravement transformés. Il voulait en faire une créature capable de remplacer un réacteur, mais au lieu de cela, ils ont obtenu un monstre imprévisible qui n'a pas sa place dans notre monde. J'ose imaginer ce qu'il a de ressenti lorsqu'il a été défiguré par ces expériences. Cela fait des années. Je vis dans un autre pays, mais le souvenir de ce que j'ai vu à Tchernobyl ne me quitte pas. Parfois, la nuit, j'entends un bruit sourd, comme si quelqu'un grattait les murs en béton, ou je vois en rêve cette horrible chaise dont les sangles sont déchirées. Mais surtout, je rêve de ce moment où, debout devant la cloison de verre, j'ai compris qu'il y a dans le monde des choses qu'aucune âme vivante ne devrait connaître. Je reste convaincu que l'accident de Tchernobyl n'était que la partie émergée de l'iceberg, la version officielle de la dissimulation qui arrangeait tout le monde. L'ampleur de la catastrophe a permis de cacher un secret bien plus monstrueux. C'est pourquoi j'ai décidé de le raconter, même si je suis conscient de ce que je risque pour de tels propos. Je veux que tout le monde sache qu'il y a des choses que nous n'aurions jamais dû toucher. Et il est insensé de penser qu'expérimenter le contrôle de la matière peut être bénéfique. Car si vous ouvrez une boîte et libérez une force destructrice, attendez-vous à ce que cette force vous retrouve un jour. Et là, aucun mythe, aucune conspiration, aucun mur ne vous sauvera. Mais le pire, c'est qu'il est peu probable que ce réacteur vivant se soit simplement volatilisé. J'ai entendu dire que de nombreux scientifiques tentent toujours de faire la lumière sur cette affaire. Des légendes urbaines parlent comme de mutants dans la zone d'exclusion, de personnes qui entendent des voix étranges près du sarcophage de la centrale. Je ne sais pas ce qui est des vrais et ce qui relève de la fiction. Mais je suis sûr qu'il était une fois, dans ce complexe souterrain, un homme au corps et à l'esprit défiguré, à qui l'on a volé tout ce qu'il y avait d'humain au nom de quelques idées folles. Et ces choses ne disparaissent pas sans laisser de traces. Elles marquent la terre entière, infectent l'air et même le temps. J'écris ces mots pour vous faire réfléchir. Parfois, les versions officielles ne sont que de beaux contes de fées, mais la réalité est bien plus horrible. J'ai essayé d'oublier, mais maintenant, apparemment, il est temps de cesser de se taire. Nous, les survivants, nous nous en souviendrons toujours. Peut-être que ces lignes suffiront pour que quelqu'un se rende compte qu'il y a des portes qu'on ne peut pas ouvrir, et qu'il y a des secrets qui tuent le fait même de leur existence. Si vous pensez encore tout savoir sur Tchernobyl, détrompez-vous.
Un cauchemar se cachait dans les profondeurs de cette station, et je ne suis pas sûr qu'il y soit resté.